Un professeur arrogant a publiquement mis à l'épreuve une élève noire, sans se douter qu'elle possédait un QI exceptionnel et une mémoire photographique. 200 regards se tournèrent vers Naomi Lawrence, la seule étudiante noire de la classe du docteur Victor Hammond, dont l'expression de supériorité dissimulait à peine le venin de ses paroles. Naomi sentit la chaleur monter dans son cou. Ce n'était pas la première fois que le professeur l'humiliait en public, mais ce jour-là, il avait franchi une ligne invisible. Son commentaire ne portait pas seulement sur sa réponse, mais sur sa présence même dans cet espace. C'était un cruel rappel que, pour certains, sa place serait toujours contestée, peu importe son intelligence. La tension fut rompue par les rires nerveux de quelques étudiants. D'autres détournèrent le regard, mal à l'aise face à une telle humiliation, mais pas assez pour intervenir. « Répondez à la question, mademoiselle Lawrence », insista le docteur Hammond en ajustant ses lunettes d'un geste théâtral. « Ou préférez-vous admettre que vous n'êtes pas à la hauteur ?» Naomi prit une profonde inspiration. À 22 ans, elle avait toujours été sous-estimée. Fille d'un agent d'entretien et d'un chauffeur de bus, son parcours vers cette université d'élite avait été jalonné de bourses obtenues grâce à ses performances exceptionnelles. Ce que personne dans cette salle ne soupçonnait, c'était ce qui se cachait derrière ses yeux calmes et réfléchis. L'enzyme 9, commença-t-elle d'une voix posée mais parfaitement audible, agit comme des ciseaux moléculaires grâce à un mécanisme biochimique en 2 étapes. Tout d'abord, elle reconnaît des séquences spécifiques dans l'ADN cible à l'aide d'un ARN guide complémentaire. Ensuite, l'enzyme 9 provoque une rupture du double brin d'ADN précisément au niveau du site cible, permettant ainsi l'édition du gène. Le docteur Hammond fronça les sourcils. La réponse était correcte, mais loin d'être exhaustive. C'était le signal parfait pour une nouvelle humiliation. École élémentaire, Lawrence. N'importe quel étudiant de première année le sait. Son sourire devint prédateur. Expliquez maintenant les implications éthiques de l'étude de Wong sur l'édition génétique des embryons humains, publiée dans le volume 87 de Nature Biotechnologie, page 834. Si elle ne se trompait pas, c'était un piège bien orchestré. Cet article ne figurait pas dans la bibliographie du cours. Hammond l'avait seulement mentionné en passant quelques semaines auparavant, sans lui demander de le lire. Naomi fixa le professeur dans les yeux. Un lourd silence s'installa dans la pièce, tandis que tout le monde attendait l'échec inévitable. Mais elle commença à parler. L'étude de Wong et ses collègues, publiée dans Nature Biotechnologie volume 87, pages 834 à 841, soulevait des problèmes éthiques dans 3 domaines distincts. Naomi déclara, sa voix prenant de l'assurance. Premièrement, cela remettait en question le consentement éclairé, puisque les embryons ne pouvaient pas consentir à des modifications permanentes de leur génome. Deuxièmement, cela soulevait des questions d'inégalité d'accès, créant potentiellement une nouvelle forme de division sociale fondée sur les améliorations génétiques. Et troisièmement, comme les auteurs l'indiquent explicitement à la page 837, cela établissait des précédents pour des modifications non thérapeutiques qui pourraient fondamentalement changer le cours de l'évolution humaine. Le regard du docteur Hammond passa de l'arrogance à l'incrédulité. Il ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « C'est exact », concéda-t-il sèchement. « Même si je doute que vous ayez saisi les nuances les plus subtiles de l'argument. » En fait, poursuivit Naomi, toujours imperturbable, l'article mentionne également dans sa conclusion que l'équilibre entre innovation et précaution doit être établi à travers un dialogue mondial inclusif. Wong cite spécifiquement des études complémentaires de Garcia et Patel qui remettent en question ce point de vue, suggérant que retarder la mise en œuvre des thérapies géniques a son propre coût éthique en vies humaines. L'auditorium entier retenait son souffle. Naomi avait cité non seulement l'article mentionné, mais aussi les études qui y étaient liées. Le visage du docteur Hammond devint rouge de colère. Comment pouvait-elle savoir cela? Comment un étudiant ordinaire aurait-il pu réciter mot pour mot un article scientifique mentionné une seule fois en passant, il y a quelques mois? Ce que le professeur arrogant et ses collègues ignoraient, c'était que Naomi Lawrence n'était pas une étudiante ordinaire. Derrière cette apparence silencieuse se cachait un esprit aux capacités extraordinaires, prêt à transformer cette humiliation publique en quelque chose de très différent. Si vous appréciez cette histoire de justice et de dépassement, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits tout aussi inspirants. Après tout, que se passerait-il lorsque Naomi révélerait enfin son véritable potentiel? Le docteur Hammond allait bientôt réaliser qu'il avait choisi la mauvaise victime pour son cruel jeu d'humiliation académique. L'auditorium demeura silencieux tandis que le docteur Hammond tentait de retrouver son calme. Ses doigts pâles tambourinaient nerveusement sur le bois poli du pupitre. Ses yeux plissés se fixèrent sur Naomi, comme si elle était une équation impossible à résoudre. « Vous sembliez avoir mémorisé quelques articles », dit-il finalement avec un sourire froid. «
Une compétence utile, même si elle ne remplace pas une véritable compréhension. Testons vos capacités de réflexion critique, quelque chose qu'aucune mémorisation mécanique ne peut simuler. Naomi remarqua le ton condescendant dans ses paroles. L'insinuation était claire. Dans l'esprit de Hammond, elle n'était qu'une machine à mémoriser, pas une véritable intellectuelle. Le murmure d'un étudiant, à proximité, parvint à ses oreilles. Il n'abandonnera pas tant qu'il ne vous aura pas humilié. Considérez le problème bioéthique suivant, commença Hammond, abandonnant complètement le plan de cours. Une communauté isolée souffre d'une maladie génétique rare. Le seul remède disponible nécessiterait des expériences sur leurs propres enfants. Cette communauté a des ressources limitées pour comprendre pleinement les risques. En tant que chercheur, mettriez-vous en œuvre un tel traitement ? Justifiez votre réponse en utilisant le modèle de responsabilité scientifique de Harrington. C'était une question volontairement complexe et ambiguë. Il n'y avait pas de réponse parfaite, seulement l'occasion pour Hammond de critiquer la position qu'elle adopterait. Depuis son siège au 3e rang, le docteur Elisa Chain, professeur d'éthique médicale assistant au cours en tant qu'observatrice du département, fronça les sourcils. L'hostilité de Hammond était évidente, même pour un observateur extérieur. Naomi prit une profonde inspiration. « Professeur, cette question présente une fausse dichotomie. Le modèle de Harrington, tel que publié dans son article fondateur de 2019, souligne spécifiquement que ces scénarios doivent prendre en compte un éventail d'approches, et non des choix binaires. » Elle poursuivit, sa voix gagnant en assurance, une approche éthiquement informée suivrait le protocole à 3 niveaux de Harrington. Premièrement, l'éducation et le renforcement des capacités de la communauté. Deuxièmement, la mise en place d'un conseil communautaire doté d'un pouvoir décisionnel important. Et troisièmement, une mise en œuvre progressive avec un suivi constant et le droit des participants à se retirer. Le docteur Hammond déglutit, visiblement déstabilisé. Vous réduisez clairement un dilemme complexe à néant. Page 47 de l'article de Harrington. Naomi l'interrompit doucement. Citation. La plus grande erreur éthique est de supposer que les populations vulnérables sont incapables de comprendre les complexités lorsqu'elles disposent des outils et du temps adéquats. Un murmure parcourut la salle. Certains étudiants échangèrent des regards admiratifs. D'autres tapaient frénétiquement sur leurs ordinateurs portables. Le docteur Chen se pencha en avant, son intérêt atteignant son paroxysme. Hammond frappa la table de sa paume. Ce n'est pas une discussion de club de lecture, mademoiselle Laurence. C'est de la science sérieuse. Je suis tout à fait d'accord, répondit Naomi sans hésitation. C'est pourquoi j'ai cité précisément la méthodologie acceptée et publiée pour aborder ce type de dilemme éthique. Le visage de Hammond devint écarlate. Les cours sont suspendus pour la journée, annonça-t-il brusquement. La semaine prochaine, je veux un essai complet sur les limites éthiques des biosciences. Mademoiselle Laurence, restez. Nous devons discuter de votre performance. Alors que les étudiants rassemblaient leurs affaires, beaucoup jetaient des regards inquiets à Naomi. Une étudiante aux cheveux bouclés, nommée Zoé, s'approcha rapidement. « Il est furieux », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais vu Hammond renvoyer une classe auparavant. »« Je vais bien », répondit calmement Naomi, en organisant ses notes avec soin. Zoé hésita. « Écoute, certains d'entre nous iront au café Artemis après. Tu devrais venir. Nous devons parler de tout cela. » Naomi hocha la tête, surprise par cette invitation inattendue. Alors que Zoé s'éloignait, Naomi remarqua le docteur Chen s'approcher de Hammond, le visage sérieux et déterminé. Lorsque la pièce se vida, Hammond ferma la porte avec une force inutile. « Je ne sais pas à quoi vous jouez, mademoiselle Laurence, mais laissez-moi être très clair. » Sa voix était basse et menaçante. « J'ai passé 30 ans à bâtir ma réputation dans cette institution. J'ai d'anciens étudiants à Harvard, Stanford et Oxford. J'ai supervisé plus de thèses primées que vous n'avez eu d'anniversaire. » Il se rapprocha, envahissant son espace personnel, et ajouta « Je ne permettrai pas à un étudiant transféré avec une simple astuce de mémorisation de défier mon autorité dans ma propre classe. » Naomi resta ferme. « Ce n'est pas une astuce, docteur Hammond. C'est ainsi que fonctionne mon cerveau. » Il siffla « Vous avez mémorisé quelques articles dans l'espoir d'impressionner. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne réellement le monde universitaire. Des gens comme vous peuvent entrer ici grâce aux politiques de diversité, mais la vraie réussite exige plus que la mémorisation et les quotas. » L'implication raciste flottait dans l'air comme un poison. Naomi sentit son estomac se nouer, mais garda un visage impassible. On lui avait appris toute sa vie à ne jamais montrer à quel point ce genre de mots pouvait blesser.
Ma note finale dans cette matière dépendait uniquement de votre évaluation subjective, n'est-ce pas, professeur ? Demanda-t-elle d'une voix volontairement calme. Un sourire sinistre éclaira le visage d'Amonde. Précisément. Et croyez-moi, je connais bien des manières subtiles de le faire, de veiller à ce que les étudiants problématiques trouvent leur véritable niveau. Je vous suggère d'y réfléchir avant notre prochaine réunion. Lorsque Naomi quitta le bâtiment 20 minutes plus tard, le ciel de l'après-midi s'assombrissait. Son téléphone vibra. C'était Zoé qui lui envoyait l'adresse exacte du café. Tandis qu'elle traversait le campus, son cerveau, cette machine extraordinaire qui était à la fois sa bénédiction et son fardeau, avait déjà calculé exactement ce qu'elle devait faire. Ce que Amonde ignorait, c'était qu'en la forçant à rester sur ses gardes, il lui avait par inadvertance donné accès à quelque chose de bien plus précieux qu'une bonne note. Il lui avait révélé ses faiblesses. Et Naomi, avec sa mémoire qui enregistrait chaque mot, chaque geste, chaque intonation, connaissait désormais parfaitement son adversaire. Au café Artemis, un groupe d'étudiants attendait anxieusement. Parmi eux se trouvait un jeune homme portant un enregistreur audio camouflé, un outil de son stage au journal du campus. Personne ne se doutait que la bataille entre Amonde et l'étudiante discrète ne faisait que commencer, ni que les jours suivants allaient changer à jamais l'équilibre des forces dans cette université. Après tout, que se passerait-il lorsque le professeur découvrirait cela ? Sa menace privée avait été documentée et l'étudiante, qu'il considérait comme inférieure, s'apprêtait à utiliser non seulement sa mémoire extraordinaire, mais tout l'arsenal de son intelligence calculée contre lui. Une semaine après la première confrontation, l'amphithéâtre universitaire était bondé. La nouvelle de la masterclass ouverte du docteur Amonde s'était répandue rapidement, un événement rare où des étudiants de tous les départements pouvaient assister au cours du célèbre professeur. Sur scène, Amonde ajusta le micro, ravi par l'impressionnant public. En coulisses, une dynamique bien différente se mettait en place. Naomi avait consacré la semaine à étudier avec une intensité obsessionnelle, non seulement la biochimie, mais aussi le professeur Amonde lui-même. Elle avait passé en revue chaque article publié, chaque interview, chaque thèse qu'il avait supervisée. Sa mémoire photographique était devenue une arme, répertoriant chaque contradiction et incohérence de 3 décennies de production académique. Au café Artemis, une alliance inattendue s'était formée. Zoé, l'étudiante aux cheveux bouclés, était en réalité la rédactrice en chef du journal de l'université, tandis que Ryan, l'étudiant avec le magnétophone, était son assistant. Le docteur Chin, également présent par hasard, lui avait offert des conseils discrets. « Es-tu vraiment sûr de cela ?» demanda Zoé alors qu'elle finalisait leurs préparatifs. « Amonde a des relations influentes. Il pourrait mettre un terme à ta carrière avant même qu'elle ne commence. »« Ma carrière serait de toute façon compromise, » répondit calmement Naomi. « Il m'a clairement fait comprendre que je ne réussirais pas son cours, même si mon travail était exceptionnel. » Assise au premier rang de l'amphithéâtre, Naomi semblait d'une sérénité remarquable. Le docteur Amonde la remarqua, ses yeux se plissant brièvement avant de commencer sa conférence avec son ton habituel de suffisance. « Aujourd'hui, nous allons aborder les limites éthiques des biosciences, » annonça-t-il, évitant délibérément le regard de Naomi. « Je commencerai par ma propre contribution au domaine, le principe de proportionnalité éthique de Amonde. » C'est à ce moment-là que Naomi leva la main. Amonde hésita, visiblement agacé, mais l'ignorer devant des centaines de personnes aurait été trop flagrant. « Oui, mademoiselle Laurence. » Sa voix était empreinte de dédain. « Professeur, avant d'aller plus loin, pourriez-vous expliquer comment votre principe se rapporte à la position opposée que vous avez défendue dans le Journal of Bioethics en 2018 ?» Un silence pesant s'installa dans l'auditorium. Amonde cligna des yeux, déconcerté. « Je crains de ne pas comprendre votre question. Mon travail est constant depuis des décennies. En fait, continua Naomi d'une voix claire et forte, dans votre article intitulé Frontières éthiques de la recherche génétique, page 142, paragraphe 3, vous affirmez textuellement que les considérations culturelles et socio-économiques sont secondaires par rapport au progrès scientifique, une position diamétralement opposée à celle du principe de proportionnalité que vous vous apprêtez à présenter. » Des murmures parcoururent l'auditorium. « Vous déformez mes propos, vous les sortez de leur contexte, c'est tout. » « Je peux fournir le contexte complet si vous le souhaitez, » proposa Naomi, sa voix calme contrastant avec la nervosité croissante de Amonde. « Je peux également citer les 7 autres articles dans lesquels vous contredisez directement vos propres principes éthiques lorsque cela sert vos bailleurs de fonds. » L'auditorium s'anima de chuchotements. Dans le public, le docteur Chin observait avec un intérêt calculé. Le doyen Blackwell, qui venait d'entrer discrètement par l'arrière, fronça les sourcils. « C'est totalement inapproprié. » Amonde frappa la table. « Il s'agit d'une conférence,
pas d'un débat. Je suis tout à fait d'accord, répondit Naomi en se levant lentement. Une conférence universitaire doit présenter des idées cohérentes et éthiques, et non des contradictions opportunes qui varient selon le financement. Elle sortit un dossier mince de son sac. J'ai compilé toutes vos contradictions éthiques les plus flagrantes des 15 dernières années, y compris, elle marqua une pause significative, vos évaluations manifestement biaisées à l'encontre des étudiants issus de groupes minoritaires. L'auditorium tomba dans un silence de mort. Hammond était furieux. Comment oses-tu m'attaquer ? Commença-t-il, mais il fut interrompu lorsque les portes latérales s'ouvrirent. 3 membres du comité d'éthique de l'université entrèrent, dirigés par le doyen Blackwell. Ce n'était pas une coïncidence. Naomi leur avait envoyé sa compilation méticuleusement référencée 3 jours plus tôt. « Docteur Hammond », appela le doyen, sa voix grave résonnant dans le silence tendu. « Je pense que nous devons discuter. » Hammond regarda autour de lui comme un animal acculé, puis fixa son regard furieux sur Naomi. « Toi » siffla-t-il dans le microphone toujours allumé. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Naomi s'avança, le regard direct et déterminé. « Au contraire, professeur, je sais exactement à qui j'ai affaire. Vous m'avez dit que vous connaissiez de nombreuses manières subtiles de faire en sorte que les élèves en difficulté trouvent leur véritable niveau. » Elle jeta un regard significatif à Ryan, qui tenait le petit magnétophone. « Heureusement, je connais moi-même quelques méthodes. » La couleur quitta complètement le visage de Hammond lorsqu'il reconnut ses propres paroles menaçantes. Dans les derniers rangs, quelqu'un commença à applaudir, bientôt suivi par d'autres, jusqu'à ce qu'une ovation envahisse l'auditorium. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique d'un étudiant s'était transformé en un moment de justice poétique, catalysé par l'esprit exceptionnel que Hammond avait tenté de diminuer. Alors que le doyen conduisait un Hammond visiblement secoué hors de la scène, Naomi resta immobile, calme, consciente que la tempête qui suivrait serait intense. Après tout, elle n'avait pas seulement défié un professeur. Elle avait remis en question tout un système qui avait permis que son comportement reste impuni pendant des décennies. La question était désormais de savoir si l'institution allait défendre la vérité et la justice, ou si elle allait se ranger du côté de l'un des siens. Que deviendrait l'étudiante brillante qui oserait dénoncer l'hypocrisie de l'un des professeurs les plus puissants de l'université ? 3 semaines après la confrontation dans l'amphithéâtre, la communauté de l'université Westridge était encore sous le choc de ce qui allait devenir l'affaire Hammond. Le comité d'éthique conclut son enquête et les résultats firent l'effet d'un tremblement de terre universitaire. Naomi parcourut les couloirs du bâtiment scientifique, observant comment tout avait changé. Les étudiants qui auparavant évitaient son regard austère, maintenant la tête avec respect. Les professeurs qui la traitaient avec indifférence prirent soin de la saluer. Naomi et Zoé coururent vers elle en brandissant un exemplaire du journal de l'université. Ça vient juste de sortir. Première page. Le titre était percutant. Un professeur réélu a été démis de ses fonctions après des décennies de préjugés systématiques. L'article détaillait comment l'enquête déclenchée par la plainte méticuleusement documentée de Naomi avait révélé un modèle constant de discrimination dans les évaluations de Hammond à l'encontre des étudiants noirs, latinos et féminins. Le doyen a demandé une évaluation indépendante de toutes ses notes des 5 dernières années, expliqua Zoé alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du doyen. Des dizaines d'anciens étudiants témoignent de la même chose. L'université a pris une décision sans précédent. Hammond a non seulement été démis de ses fonctions avec suspension immédiate, mais ses privilèges de mentorat ont également été révoqués. Son bureau, ce sanctuaire du pouvoir académique, se vidait à cet instant précis. Dans le bureau du doyen, Naomi trouva non seulement Blackwell, mais aussi 3 membres du conseil de l'université et, à sa grande surprise, le docteur Chin. « Mademoiselle Laurence », commença le doyen, « je voudrais tout d'abord vous présenter nos sincères excuses institutionnelles pour le traitement que vous avez subi. » Il glissa une enveloppe sur la table. « Nous vous offrons une bourse complète pour le reste de votre cursus et une place garantie dans notre programme de doctorat si vous le souhaitez. J'aimerais également vous inviter à rejoindre mon groupe de recherche, » ajouta le docteur Chin. Votre analyse des contradictions dans les publications de Hammond a démontré non seulement votre mémoire exceptionnelle, mais aussi une capacité d'analyse remarquable. Naomi accepta les documents calmement, mais en elle, une vague d'émotions contradictoires s'agitait. La victoire était douce, mais elle avait aussi un goût amer, car elle pensait à tous les autres étudiants comme elle dont les rêves avaient été brisés au fil des ans. « Merci », répondit-elle finalement. « Mais ma plus grande préoccupation concerne les étudiants qui m'ont précédée, ceux dont la carrière a été sabotée par des préjugés déguisés en évaluation académique. » Le doyen hocha gravement la tête.
Nous mettons en place un comité de révision pour réévaluer les cas précédents avec une possibilité de réparation académique et, plus important encore, un nouveau protocole d'évaluation à l'aveugle pour éliminer les biais à l'avenir. C'est Naomi qui a suggéré cela, ajouta le docteur Chen avec un sourire approbateur. En quittant le bâtiment administratif, Naomi fut accueillie par Ryan et un groupe diversifié d'étudiants. Parmi eux se trouvaient des visages qu'elle reconnaissait à peine, des étudiants qui avaient été réduits au silence, mais dont les voix trouvaient désormais le courage de s'exprimer. « Vous avez déclenché une révolution silencieuse », déclara une étudiante latino de 3e année. « Hammond m'a dit un jour que je n'avais pas l'esprit adapté à la recherche avancée. Maintenant je comprends ce qu'il voulait vraiment dire. »« Et où est Hammond maintenant ?» demanda Naomi. Ryan sourit. « J'ai entendu dire qu'il emballe ses affaires à une vitesse record. Apparemment, 3 universités ont déjà retiré leurs offres de professeurs invités après que la nouvelle a fuité cet après-midi dans le café Artemis, désormais bondé. » Zoé monta sur une chaise et frappa dans ses mains pour attirer l'attention. Elle leva son verre à Naomi Laurence, qui nous a appris que la connaissance n'est pas seulement le pouvoir, mais aussi la justice. Une salve d'applaudissements résonna dans la salle. Naomi, habituellement réservée, sentit la chaleur lui monter aux joues. Mais il y avait quelque chose de libérateur à être enfin vue, vraiment vue. Pas seulement pour son esprit exceptionnel, mais aussi pour son courage. 3 mois plus tard, lors d'une conférence nationale sur la bioéthique, une figure familière approcha Naomi après sa présentation sur les préjugés systémiques dans la recherche médicale. C'était Hammond, visiblement vieilli, son ancien air de supériorité remplacé par une expression complexe. « Tu as ruiné ma carrière », dit-il doucement. Naomi le regarda calmement. « Non, professeur. Vous avez ruiné votre carrière dès l'instant où vous avez décidé que certains étudiants méritaient moins que d'autres, non pas en raison de leur intelligence, mais de leur apparence. » Il ouvrit la bouche pour répliquer, puis la referma, vaincu par la simplicité de la vérité. « Vos propres paroles et actions vous ont condamné, » poursuivit-elle. « Je n'avais que ma mémoire pour m'en souvenir et le courage de les répéter. » Alors que Hammond s'éloignait d'un air maussade, Naomi réalisa une vérité profonde. Sa mémoire photographique était un don extraordinaire, mais sa véritable force avait toujours été sa capacité à rester ferme face à l'injustice, une qualité qu'aucun QI ne pouvait mesurer. L'histoire de Naomi Laurence s'était répandue bien au-delà de Westridge, incitant les étudiants de tout le pays à remettre en question des systèmes qui avaient longtemps été incontestés. Elle avait prouvé que parfois, pour changer un système entier, il suffisait d'une seule voix déterminée à dire la vérité, même lorsque cette vérité contrariait les puissants. Après tout, le plus grand pouvoir ne résidait pas dans la mémorisation de faits ou dans la possession de références impressionnantes. Il s'agissait d'avoir le courage de défier l'injustice lorsque tout le monde restait silencieux. Car comme Naomi l'avait découvert, la connaissance sans courage n'était que de l'information. Mais la connaissance ayant un but moral devenait une force transformatrice. Si cette histoire vous a touché et que vous croyez au pouvoir de la vérité pour transformer les systèmes injustes, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur une situation où vous avez vu quelqu'un être sous-estimé mais prouver sa valeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes sur le courage et le dépassement des préjugés. Après tout, chaque histoire partagée est un pas de plus vers un monde où des personnes comme Naomi n'ont pas besoin de prouver leur valeur pour être respectées.